Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des plus grands CEO de l'immobilier commercial. Il pilote un portefeuille de centres ancré dans les territoires, au cœur des dynamiques de consommation, d'urbanisme et de transformation du retail. Dans un contexte de mutation profonde du commerce physique qui doit se réinventer face au digital, face aux pressions du pouvoir d'achat, des hausses des taux, d'exigences environnementales accrues, son rôle est stratégique. Son rôle, justement, c'est d'adapter le modèle, protéger la valeur des actifs, accompagner les enseignes et anticiper le centre commercial de demain. Dans cet échange, on va parler vision, transformation, résilience et leadership. On va essayer de comprendre comment on dirige une foncière cotée dans un environnement instable, comment on transforme des lieux de commerce en véritables destinations et surtout, quelle lecture il fait de l'avenir du retail physique. Bonjour Vincent. Bonjour Lucas. Merci d'être présent avec nous. J'ai regardé 10, 15, 20 interviews de toi et ce que j'aime bien poser comme question, c'est comment tu as envie de te présenter mais de manière un peu différente, comme tu n'as pas l'habitude de faire. En fait, j'aime bien me définir, je dis peu en interview, comme un saumon qui remonte la rivière. Il y en a de moins en moins des saumons sauvages, on va dire. Pourquoi remonter la rivière? C'est parce qu'en fait, j'aime bien nager à contre-courant. J'aime bien faire face au vent fort. Et donc, c'est comme ça que je me définirais le mieux. C'est assez simple, finalement, et je crois que c'est assez représentatif de la dynamique dans laquelle j'engage la société et les interactions avec mes équipes et avec les contreparties. Pour imaginer ce que tu viens de dire, j'appelle Vincent il y a un quart d'heure. Il me dit désolé, WhatsApp c'est pas mon truc, la tech pas trop non plus. Et donc on l'a invité à Station F, donc c'est assez dingue. Et donc on voit bien le saumon qui remonte la rivière. Tu vas pas forcément dans le courant de la tech, de l'innovation à fond. Tu reviens à l'essentiel quasiment souvent. Très terrain. Alors oui, c'est pas exactement ça en fait. Moi, ce que je t'ai dit, c'est surtout, je suis pas très fan des applications américaines. Puisque c'était ça le point. C'est vrai. D'ailleurs, je t'avais dit par rapport à cette application, moi j'en utilise une européenne qui marche moins bien, mais j'aime bien cette préférence européenne. Je trouve que il y a beaucoup d'innovations en Europe qu'on a tendance à minimiser les capacités de nos entreprises et de celles des pays voisins. Et on a souvent, et je sais pas si c'est pas un peu français, tendance à préférer ce qui se passe outre-Atlantique, alors qu'en fait, on a la même chose chez nous, et c'est aussi sympa et aussi performant. Donc, c'était plutôt ça. Et comme tu m'as envoyé un message sur une appli américaine, je t'ai dit, je suis pas vraiment connecté dessus, et je viens à Station F soutenir la souveraineté nationale et européenne. Merci beaucoup. Ça fait 15-20 ans que tu es dans l'immobilier commercial. Comment ta vision du retail elle a évolué ces 10 dernières années? Ouais, c'est une question complexe parce que, en fait, on est sur des mouvements lents. Heu, le commerce c'est un enjeu de société, et en fait, c'est au travers de la mutation de la société qu'on voit les mutations du commerce. Souvent, on nous dit venez vous installer là, faites un centre commercial et tout le monde va te suivre. En fait, non. Il faut que la ville se soit développée à tel endroit. D'ailleurs, je trouve que le quartier ici est très représentatif de ça. Euh, Même si le mouvement il a été initié par quelque chose, c'est quand on crée un écosystème, quand on crée un environnement et sa dynamique, qu'on arrive à y faire vivre des choses. La Félicita, elle est venue après la création du lieu, et la venue des startups, elle est pas venue avant. C'est pas elle qui a attiré. Donc, il faut créer les conditions de. Euh, et là, on peut se dire que sur les 20 dernières années, les mutations de la société, elles ont été colossales, avec
une évolution à la fois des mentalités et une évolution des façons de faire. Mais peut-être que là, on peut le développer au travers des questions parce que sinon je risque d'être un peu long. Tu es à la tête d'une société cotée. C'est quoi la compétence indispensable pour avoir ce rôle? Moi, j'aime bien dire que la première qualité, c'est celle d'être humble et de rester humble. Pour rester à la fois proche de l'activité, proche des gens. Nous, on vit du consommateur, Commerce, hein, ouais, bien donc sûr. pas se dire je me mets sur un piédestal, voilà, je suis CEO ou je sais pas quoi. Et puis aussi pour en permanence se dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, où est-ce que je me trompe, comment on peut bifurquer. Quelles convictions je dois affirmer, heu et ouais, ça me paraît assez fondamental donc et c'est dur, en fait, parce que, à la fois dire: «Je vais prendre des décisions structurantes qui vont engager l'entreprise, ses collaborateurs, qui vont avoir un impact, assez fort» et donc il faut la force de conviction et en même temps avoir le recul de l'humilité la plus absolue pour se dire: «Peut-être que j'ai rien compris». Peut-être que, il faut que je revoie, la copie, le lendemain de ma prise de décision, que, j'arrive à dire, à pas montrer de la faiblesse et en même temps à pivoter. Ça me paraît fondamental. Parmi l'ensemble de ta carrière retail, s'il y avait une décision la plus déterminante que tu aies prise? Mmh. De jamais, m'être dit: «On peut pas faire» et c'est pas une décision, mais C'est un il y a eu mindset, plusieurs qui fois, découle. hem, on m'a dit par exemple, «Va pas chez Mercialis» quand je suis venu. Incroyable. Il y a une direction qui était formidable avant, ce qui est vrai. Mmh. Ils ont extrait énormément de valeur. C'est un pic et en fait, Tu es ça va être condamné, dur ouais. de faire mieux et de continuer de créer de la valeur et en fait, on a fait notre meilleur exercice depuis la création de la société en 2005, en 2019 et cette année, avant et après le covid. C'est intéressant parce que on voit que non seulement il y a de la création de valeur, puisque moi je suis rentré dans la société fin 2013, donc que 6 ans après être rentré, à un moment où on m'a dit il n'y a plus de valeur à créer, il y en avait encore beaucoup puisque on a eu un autre pic en 2019, et que après un événement aussi traumatisant pour le commerce physique qui a été le Covid, on a retrouvé un pic récemment. Donc il faut jamais renoncer. La plupart des marques de centres commerciaux sont pas vraiment connues du B2C. Il y a Westfield qui essaie d'avoir un naming, mais Mercialis, ça parle pas à l'utilisateur, au citoyen. Est-ce que tu peux présenter rapidement Mercialis? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous arrivez à avoir des performances aussi dingues, sachant que j'ai le sentiment, quand j'écoute un peu le bruit, que l'immobilier commercial, c'est dur, les centres commerciaux, c'est peut-être un modèle dépassé, que certains cèdent de plus en plus d'actifs. Vous, justement, vous allez en acquérir de nouveaux. Qu'est-ce qui fait que Mercialis arrive à performer dans un environnement qui semble assez compliqué? Et présenter rapidement Oui, Mercialis. oui, non, Merci. je vais être rapide. En fait, hem, les dynamiques de consommation qui font l'activité de la société, c'est des dynamiques extrêmement complexes qui sont souvent simplifiées, en particulier par les médias. OK. Donc en gros, par exemple, je prends un exemple, on lit dans les titres de la presse, c'est la fin des hypermarchés. Et ben ça, c'est à la fois faux et incomplet. La bonne analyse, c'est il y a une spécialisation du besoin de consommation avec des consommateurs qui disent: «Je veux des produits de plus en plus précis, techniques et une connaissance et une offre large». Heu et donc il y a une spécialisation de la distribution en face. C'est-à-dire que ou je suis un spécialiste de ce que je fais ou j'ai du mal à répondre aux besoins de consommation. L'hypermarché étant un fourre-tout où il y avait tout avant, tout sous le même toit, c'est l'expression, il spécialise et donc la vraie phrase, c'est le déclin du tout sous un même toit et la spécialisation de l'hypermarché vers l'alimentaire. Ça, c'est la phrase et quand on rentre dans cette précision-là et pour le faire, il faut être très près de l'analyse des modalités de consommation, des flux,
On fait beaucoup, nous, de géographie, sociologie. On prête beaucoup d'attention au mouvement sur les territoires, au déplacement des gens, aux Ok. modalités de conso. Moi, partout où je vais, j'interroge les clients, les consommateurs. Je m'assois sur les bancs, je discute avec monsieur X et madame Y. Je vais voir les commerçants, je veux savoir ce que les vendeuses et les vendeurs me disent, etc., etc. Parce que c'est dans l'analyse fine de l'intégralité des paramètres qui font, en fait, l'acte d'achat, qu'on peut prendre les bonnes décisions. Et je crois que la réussite de Mercialis, pour répondre à ta question, elle tient dans le fait que nous, on s'est dit le client au cœur, au cœur, au cœur, au cœur de tous nos raisonnements. Et notre produit, l'immobilier, ça doit être comme la sculpture de Jeff Koons au sein de Station F, une pâte à modeler qu'on modèle et qu'on adapte aux besoins, à l'évolution des comportements de consommation et non pas un objet fixe qui est une contrainte dans lequel et auquel tout le monde doit s'adapter. Hyper clair. Et donc, si tu dois présenter Mercialis aux citoyens, sachant que les gens ne connaissent pas, mais c'est une entreprise française assez dingue qui est ancrée dans les territoires depuis toujours. Donc, elle mérite d'être connue. Oui, exactement. Mercialis est une entreprise aujourd'hui franco-française qui opère sur une grande partie du territoire français. On aurait pu l'appeler la foncière des régions. Alors, c'était un nom qui était Ok. l'ancien nom de Covivio, qui est un autre de nos pères de sociétés cotées. Pourquoi ? Parce que on opère principalement dans les territoires donc hors Île-de-France, un peu partout, y compris en Corse, à La Réunion, J'ai vu ça. voilà. Et on opère dans un modèle immobilier qui est un modèle qui vise à apporter au consommateur un objet immobilier qui correspond à l'évolution des besoins de consommation. Donc, on travaille l'immobilier comme une pâte à modeler, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais qu'on arrive bien à faire. Mercialis, c'est une société qui, indirectement, emploie plus de 20 000 personnes en France. Donc, comme tu l'as dit, c'est une société qui pèse dans l'écosystème sans qu'elle soit finalement très connue. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient, où est-ce qu'elle est née, Mercialis? Alors, Mercialis est né à Saint-Étienne. Je sais que tu y es très attaché. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On est très attaché à notre lieu de naissance. On y a toujours des bureaux et des équipes assez développées, hein, juste en face de la gare TGV de Saint-Étienne-Château-Creux, dans le deuxième siège de Mercialis, puisqu'il y en a un à Paris et un à Saint-Étienne. Et Mercialis est né d'un distributeur alimentaire, le groupe Casino, dans le cadre d'une IPO et d'apport d'actifs par le groupe Casino à cette société-là. Groupe Casino qui n'est plus du tout notre actionnaire, avec lequel on a quasiment plus aucun lien. Enfin, ils sont très, très, très ténus désormais. Ok. Voilà. Je me posais une question par rapport à la Corse. Il y a peu de centres qui y sont, peu de foncières. Qu'est-ce qui a fait que vous en avez 5, je crois? Exactement. C'est un héritage historique, hein. Ok. Il y a eu un apport initial d'actifs en Corse. Les Corses ont aussi besoin de consommer. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à cette demande et on le fait bien depuis de longues années. Ouais. Quand tu arrives chez Mercialis, c'est quoi ton constat et qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi la première action que tu as envie de prendre quand tu arrives chez eux? Chez Mercialis, Ouais, au poste de CEO en tout cas. alors quelle est la première action que j'ai voulu prendre quand je suis Ouais. arrivé ou en fait, c'était ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai essayé d'envoyer un message à toutes les équipes en leur disant euh, on n'est pas un objet statique. On n'est pas une pyramide d'Égypte au milieu du désert. On est un objet qui doit être vivant. C'est contre-intuitif, mais en fait, on va mettre notre patrimoine et les murs en mouvement parce que s'ils se mettent pas en mouvement, en fait, ils vont pas suivre le rythme. Et là, ça a été un véritable changement culturel parce qu'on m'a dit mais t'es fou. Heu et en même temps, j'ai aussi dit: «Il va falloir le faire en comprimant le temps». C'est-à-dire que l'immobilier, c'est un métier de stock, avec Mmh. des espèces de temps longs. Mmh. Et ben dire, on va accélérer le temps.
de manière à pivoter sans prendre systématiquement du retard. Parce que on voit la vitesse avec laquelle va le monde. Si tu développes un produit et que tu dis je te le livre dans 10 ans, dans le 10 ans, Bien sûr. plus rien ne ressemble à là où on est. Euh, et on a eu un troisième raisonnement. Le troisième raisonnement, ça a été celui de dire il n'y a pas je dis en anglais, j'utilise anglais, mais il y a pas de trophy asset chez Mercedes. Il y a pas de truc intangible. Il y a pas j'ai le musée du Louvre, on n'y touche pas. D'ailleurs, on voit bien que le musée du Louvre, il aurait mieux valu qu'il bouge un peu pour éviter la catastrophe. Et donc, nous, en fait, on se dit, tout est tout le temps en mouvement, en rotation. On est une énorme essoreuse et qui s'arrête pas de pédaler, quoi. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que la France doit être un des marchés où l'intensité concurrentielle est la plus importante sur les centres co. Il y a énormément de foncières, des Clépierre, Westfield, Altarea et autres. Comment on se différencie? Je me dis, est-ce que c'est celui qui a les meilleurs positionnements géographiques? Est-ce que c'est un mix d'enseignes? Comment on va attirer les meilleures enseignes? Est-ce que c'est sur du service? Comment on vient se différencier face à tous ces acteurs? Il y a deux règles d'or. Le premier, c'est la sélectivité par la connaissance du terrain. En fait, une foncière comme la nôtre a comme rôle vis-à-vis de ses actionnaires de dire je vais constituer pour toi actionnaire le meilleur portefeuille possible à chaque moment donné. Ok. C'est pas un objet statique avec un emporté. C'est pas comme je parlais des musées. J'ai musée Jacques-Vabre-André, musée d'Orsay et musée du Louvre. Et donc ça sur les 30 prochaines années, c'est un acquis qui va rester là. Non, en fait, il n'y a pas d'endroit dans le monde où tout est acquis en matière de commerce. Consommateur, il vient et puis après, il s'en va. On voit bien aussi, y compris dans les dynamiques digitales, la descente aux enfers de certains gros porteurs qui étaient ultra dominants à AOL, Quelcou, Ça va etc. hyper vite. Ultra dominants et d'un seul coup, ils sont plus rien. Aujourd'hui, on est en train de se dire dans le digital aussi, avec l'IA, peut-être que toutes les cartes vont être rebattues. Est-ce que demain, il y en a qui sont dominants aujourd'hui et existeront? Voilà. Et dans le commerce, c'est pareil en fait. Donc, il y a la présence physique et la visualisation de l'espace nous donnent l'illusion du fait que on peut être intangible, mais c'est un peu comme alors j'y vais moi maintenant, mais les discothèques à la mode. C'est vrai que je crois que tous les jeunes se disent ah ouais c'est vrai cette discothèque là il y a 2 ans c'était super, elle est toujours là mais aujourd'hui c'est plus du tout là où je vais. Donc c'est pas l'espace, c'est pas Ouais, bien l'endroit sûr, qui bien fait sûr. la puissance, c'est comment on l'a adapté et comment ou on l'a pas adapté et comment il est mort. Donc sélectivité d'un portefeuille qui doit tourner fondamental. Le deuxième sujet, c'est la mise en mouvement. Alors, encore une fois, contre-intuitif. Mais tu mets en mouvement de l'immobilier, comment on fait? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu extrapoles aux autres sous-secteurs, enfin ce que je viens de dire, aux autres sous-secteurs d'activité de l'immobilier, tu vas voir qu'on était dans des logiques statiques et tout est en train de changer. Résidence étudiante, moi quand j'étais étudiant, on allait dans les CTU, on nous mettait dans une chambre de 9 mètres carrés où on dormait sous l'évier et Ouais. avec des vitres de 2 millimètres. Aujourd'hui, il n'y a plus un étudiant qui te dit j'ai envie d'aller là-dedans. Et donc on a vu que là, les opérateurs de logements étudiants, ils ont dû révolutionner l'immobilier qui était associé à ça. Tu vas dans les hôtels, c'est pareil. L'hôtel où avant on te mettait dans un cagibi fait en plastique, c'est terminé. S'il y a pas un niveau de confort, donc ils sont obligés de mettre en mouvement l'immobilier. Le résidentiel, c'est pareil. Cowork, Ouais, bien enfin sûr. le Co-living, bureau, c'est pareil. Avant le bureau, c'est on te disait tu t'installes là et c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut les déplacer les salariés, sinon ils préfèrent rester chez eux. Et donc on est bien dans un immobilier en mouvement. Je trouve ça génial en fait cette c'est sûr, mais, espèce de paradoxe. concrètement, du coup, dans la sélectivité, je peux comprendre le changement, ce que ça veut dire, le mouvement. Mais dans vos centres, c'est quoi le mouvement? C'est symbolisé par de nouvelles boutiques, par de nouveaux services? Exactement. C'est nouvelle boutique,
nouveaux services, déplacer les murs, agrandir, réduire, vendre des actifs. On vend des actifs. Il y a, au niveau de la consommation et au niveau des déplacements territoriaux des gens, des polarisations qu'il faut prendre en compte. Si je te dis, décide-moi une cartographie des territoires plus attractifs sociodémographiquement en France, tu vas y arriver facilement. C'est vrai. Tu vas mettre Île-de-France, les zones littorales Toulouse. et les zones frontalières, Ouais. les zones frontalières C'est et le vrai. reste, tu vas dire c'est plus dur. C'est vrai. Et en fait, ce territoire, il est dessiné par les gens. Et donc, en fait, on peut pas leur imposer. Quand on a dit à tout le monde, abandonnez vos voitures, passez aux trottinettes électriques et restez habités dans les centres-villes, alors que 67% des Français ont un jardin et que 70% des Français qui en ont pas en veulent un. Les Français, ils ont dit, mais moi, je veux mon jardin. Comment je vais faire pour en avoir un dans le centre-ville en y allant en patinette électrique? Et donc, la conséquence de ça, c'est que malheureusement, alors pour l'environnement, etc., parce que derrière, après, c'est des choix de société, on se retrouve avec, post-Covid, 94% des Français qui ont une voiture. Et donc, nous, notre rôle, c'est de regarder ces dynamiques-là et de se dire comment je m'adapte. Si j'ai un site où on peut y aller qu'en patinette alors que tout le monde est en bagnole et habite à 10 km, problème. Hyper intéressant. Juste, j'ai pas l'habitude de parler bourse dans le podcast, mais j'en ai parlé 5 minutes avec toi juste avant et j'ai trouvé ça passionnant. Au point où on allait commencer sans tourner le podcast. Vous avez publié récemment vos performances. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces performances? Comment se porte le groupe? C'est quoi vos gros succès? Bah, écoute, merci Alice, société du SBF 120. Donc, un deuxième indice, parce qu'il y a le CAC 40 qui fait partie du SBF 120, et puis tu as pas de les 80 sociétés qui suivent. Je crois qu'on est classé à peu près un centième dans ce classement-là. On est la société qui, sur les 3 dernières années, a servi le plus haut rendement moyen en dividendes de toutes les sociétés de cet indice-là. Donc, des plus grosses sociétés cotées à la Bourse de Paris, 10,2%. Donc déjà, avis à tous les investisseurs. Il y a du rendement en dividendes chez Mercialis et il est stable et pérenne et il est fort. Donc net de fiscalité, 30% de fiscalité sur les dividendes, ça fait quand même du 7%. C'est 3 fois supérieur à la moyenne des rendements en dividendes versés par les sociétés éligibles au PEA. Donc là aussi, Tu avais une anecdote? avis aux amateurs d'ouverture du compte titre. Tu veux partager rapidement ton anecdote que tu m'as partagée? Oui, non, c'est vrai que c'était amusant. Je suis allé faire une déclaration au poste de police d'arrondissement pour Ouais, une quotidien. pécadille. Et les agents présents avaient des discussions relatives à l'investissement en bourse. Et ils étaient très focalisés sur PEA, société éligible au PEA, ce qu'on n'est pas. Et donc, j'ai passé plus de temps avec eux à discuter d'allocation boursière et de rendement net de fiscalité que finalement aborder ma plainte, ça les a passionnés. Bon, il était très très tôt le matin, voilà, c'était assez décontracté, donc voilà. Juste avant aussi, tu me parlais de 82% d'EBITDA. Ouais. Comment on fait? Moi, je suis dans l'univers de la tech où tout le monde parle de ça, c'est parce que c'est là où il y a les rentabilités les plus dingues. J'en connais pas beaucoup. Je sais pas, j'en connais une qui fait 82%. Comment on le fait quand on fait de l'immobilier commercial? Alors, bon, déjà, on est dans un secteur où il y a une grosse intensité capitalistique. C'est-à-dire que c'est beaucoup lié aux capitaux investis. Enfin, la performance de la société est beaucoup liée aux capitaux investis. Donc, la plupart des sociétés immobilières ont des niveaux d'EBITDA sur P&L qui sont très élevés. Et ensuite, en fait, l'intensité des investissements, j'ai parlé du fait que Mercialis emploie indirectement 20 000 personnes en France. On les porte pas, ces salariés-là. Ils sont portés, en fait, par nos clients qu'on héberge.
Un peu comme un station F, finalement, c'est pas le même porteur de l'immobilier et les mêmes occupants, mais il y a l'écosystème avec l'intégralité des personnes. Tu m'as dit 3000 personnes Exactement, 1000 startups, 3000 entrepreneurs. sur site. Donc c'est un emploi indirect finalement. Et donc déjà ça contribue énormément. Ensuite, après, il y a la question de l'efficacité, la productivité, et on y est très attentif. On a une productivité individuelle qui est très élevée, je crois aussi qu'on a une volonté de valoriser les possibilités d'expression de compétences, de développement de chacun, sans compartimenter les rôles, avec beaucoup de polyvalence, qui fait que on a des collaborateurs qui ont une contribution au résultat de l'entreprise qui est un peu surdimensionnée. Ouais. On va parler maintenant de transformation des centres et nouveaux usages. Est-ce que le centre commercial doit devenir un lieu de vie avant d'être un lieu de vente? Moi, je suis partagé là-dessus parce que on a beaucoup parlé par le passé de retailtainment où il fallait qu'il y ait des excuses de loisirs pour que les gens viennent. Moi, j'ai jamais adhéré à cette. C'est un peu mon esprit contraire. Génial, génial. En général, tout le monde. J'ai jamais vraiment adhéré à ça, dans le sens où, dans le raisonnement d'achat, le comportement d'achat, si on doit trouver une excuse pour que les gens achètent, c'est qu'on propose pas le bon produit. Pas bon mindset. Ouais. Je crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui te dise, par exemple, je vais aller regarder sur internet pour acheter un produit, mais pour ça, j'ai besoin qu'on me joue de la musique ou que on me passe un film que je puisse regarder en même temps que je vais choisir le produit. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la démarche, c'est celle de se dire, je vais aller regarder un produit, puis après, je vais regarder un film, etc. Donc, il peut y avoir mutualisation, c'est-à-dire dire, je profite de cette opportunité pour, mais il faut pas que ce soit la raison ni l'excuse de. Okay. Et je pense que quand on en est à se dire j'ai besoin de développer des attributs qui sont hauts pour pouvoir attirer, c'est qu'en fait on a le mauvais objet commercial. Je vois un paradoxe, mais je suis sûr que tu vas bien que c'en est pas un. Vous allez pousser à fond le retail park, retail shop, c'est ça? Et donc j'imagine que du coup on va repenser un peu l'expérience en lieu de vie, ouvert, qui soit un peu plus sympa. Est-ce que pour toi c'est paradoxal avec ta réponse ou pas du tout? Non, en fait, nous on a créé, défini un objet d'immobilier commercial qui avait pas de nom en France. Enfin en France, mais même nulle part. Et c'est intéressant en fait quand on s'intéresse au langage. Quand on regarde la signification des mots. Ni en anglais, ni en français, en fait, il n'existait de termes qui étaient en capacité de décrire à qui que ce soit ou de laisser à qui que ce soit la possibilité d'avoir une visualisation correcte de l'objet commercial que nous, on développe. Si je te dis centre commercial et dessine-moi un centre commercial, tu vas imaginer un immeuble sur plusieurs étages avec le parking en sous-sol, inséré dans la ville. Bah, c'est pas ça qu'on fait. Si je te dis galerie marchande d'hypermarché, tu vas te dire bah là je vois un hypermarché surdimensionné, le tout sous un même toit avec une allée centrale, un fleuriste, un café, une pharmacie et 15 boutiques. C'est pas ça qu'on fait. Si je te dis retail park, qui est un terme qui existe, qui a été créé, là tu te dis je vois des boîtes, c'est la France moche de Télérama, posées en entrée de ville, où on arrive en voiture sur un parking où il n'y a rien, il n'y a pas de service. C'est pas ça qu'on fait. Nous on fait un objet hybride qui rassemble tous les attributs qu'on a trouvés dans ces différents formats qui nous paraissent correspondre aux besoins de consommation des individus. On l'appelle, et j'ai dénommé cette catégorie en utilisant un terme anglais parce que je trouve que c'était le plus approprié, shopping park, qui est la contraction de shopping mall et de retail park, en fait, qui est là. Et on a incarné, en fait, ce modèle par une marque qu'on décline sur notre territoire qui s'appelle Shop Park. Et dans la notion de Shop Park, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette notion aussi de possibilité de loisirs, parce que entertainment park, etc., et de parking gratuit, d'accessibilité, ce qui est fondamental, physique, et au niveau du prix, c'est aussi un objet qui n'a pas l'air très cher.
Or, chez les Français aujourd'hui, beaucoup de Français, mais beaucoup d'Européens même, et beaucoup d'Américains, l'accessibilité prix au produit est fondamentale. Donc, voilà, c'est des éléments structurants. Donc voilà, on est dans et je parle d'hybridation, en fait, finalement, c'est un terme qui est venu de la tech, mais que nous, on prend pas littéralement, mais qui est intéressante dans ce contexte-là. Tu viens d'évoquer les services. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que les centres commerciaux ont suffisamment investi dans les services ou ils sont encore trop focalisés sur les mètres carrés loués? Après, je parle à un investisseur, donc En fait, tu l'as bien défini tout à l'heure. Tu as dit l'importance, c'est la structuration de l'écosystème et la manière avec laquelle on met le tout en dynamique. C'est pas une collection d'objets, c'est un tout. La difficulté qu'on a dans le développement des services, c'est la manière avec laquelle l'ensemble des enseignes qui font l'offre sur nos centres y participent. C'est-à-dire que si tu développes un service, par exemple, de livraison à domicile qu'on propose, et puis tu as 10 des 120 commerçants qui y participent seulement, ça fait plouf. Et donc, tu as toujours cette difficulté d'embarquer tout le monde. Et le développement des services qu'on a pu voir sur les centres commerciaux, ceux qui finalement deviennent pérennes, c'est ceux sur lesquels les opérateurs ont réussi à embarquer tout le monde dans les mêmes dynamiques parce que chacun n'avait pas sa dynamique individuelle. Aujourd'hui, tu vas voir la Fnac, ils vont te dire, moi j'ai mon propre service de livraison à domicile, j'ai pas besoin de passer par toi. Donc, on n'est pas obligé de proposer ce service-là parce qu'eux le font et la plupart le font individuellement. Et donc, là, tu vas dire c'est un service de l'enseigne, c'est pas un service du centre commercial, mais en fait, finalement, c'est un service du centre commercial puisque l'enseigne le propose et elle-même est dans le centre commercial. ça me fait penser aux cartes de feed qui ont du mal à exploser parce qu'en fait, chacun a son programme de feed et c'est hyper dur d'uniformiser ou d'embarquer les retailers. Et je pense que pour les sociétés, les fintechs qui se sont lancés là-dedans, ça a été la difficulté parce que chacun veut son propre système alors que l'idée, c'est la mutualisation. Et en fait, ça s'applique à beaucoup de raisonnements, en moteur de recherche, au référencement, Booking. Leur sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'hôtels qui participent. Si chaque hôtel dit « Non, mais moi, je vais lancer mon propre site de réservation » et qu'on trouve plus les hôtels, d'ailleurs, on a plein de chaînes qui sont pas sur Booking, de plus en plus, là, on bien commence sûr. à être dans une dynamique qui est difficile. Nous, on arrive encore à rassembler, au moins physiquement, je dis nous, Mercialis, mais aussi mes pairs du Bien sûr. secteur. Et donc là, c'est notre force. Tu me disais que tu étais beaucoup à l'écoute des clients, tu pouvais t'asseoir sur un banc et observer, écouter. Aujourd'hui, c'est quoi les services qui font vraiment la différence pour un visiteur? Mobilité, conciergerie, santé, énergie digitale, c'est quoi? Je dirais, 1, le choix, dans le 20-80 de la consommation quotidienne. C'est-à-dire que, ou bien, tu arrives à rassembler les 80% de l'offre des thématiques de produits. Il y a 17 sous-catégories dans la consommation. Tu dois avoir des représentants, des enseignes représentant chacune de ces catégories-là dans ton offre, parce que sinon, en fait, les gens n'ont pas le réflexe de venir. Avec certaines marques qui sont plus ou moins incontournables en fonction des périodes. On parlait des discothèques, mais c'est pareil pour les marques et les produits. Ça, c'est le premier prix. Le deuxième sujet, je dirais, et je parle dans la consommation de masse parce que c'est un peu différent dans le luxe. On n'est pas dans cet univers-là, mais dans la consommation de masse, je dirais l'accessibilité prix. Le everyday low price aujourd'hui s'impose. C'est-à-dire que ou bien tu es everyday low price, ou bien tu as du mal à vendre. Et comment tu fais? Parce que j'ai entendu te prononcer sur Shein. Comment tu fais pour avoir à la fois vouloir concilier le low price et avoir ta limite avec un Shein qui passe pas? Elle est où la limite où tu es OK de mettre une boutique et que tu l'aies plus? Nous, on est contre personne. On héberge des anciens pure players qui et puis nos confrères pareils qui ont voulu mettre un pied dans le physique. Le sujet sur Shein, c'est pas Shein en soi, l'opérateur e-commerce. C'est l'équité dans le respect des règles. Donc nous, on n'emploie aucun commerçant qui est en défaut avec la réglementation, qui respecte pas les règles et ou qui vend des produits interdits. Donc
Nous, l'opérateur, mais qu'il soit physique, digital, peu importe, c'est pas le sujet, qui vend des produits interdits et on n'en veut pas. L'opérateur qui fait défaut sur le règlement de sa fiscalité vis-à-vis de l'État, on n'en veut pas. L'opérateur qui importe des produits non conformes, dangereux pour nos clients, on n'en veut pas, etc. Et donc c'est ça le sujet en fait. Ouais, quasi légal, quoi, en fait. Bah, C'est bête que ça. Le sujet, c'est d'avoir un écosystème global qui évolue à l'intérieur des règles que on s'est fixées collectivement dans le processus démocratique tel qu'on le connaît en France. Je demande toujours un conseil à nos invités. Tu nous as connus récemment. Nous, aujourd'hui, on est leader en Europe et en France avec 100 centres commerciaux de Westfield, Klépierre, SCC, Altarea. Selon toi, c'est quoi notre carte à jouer dans le retail? C'est peut-être la question la plus dure que tu me poses aujourd'hui. En live. Oui, T'aurais pu te la poser avant. Un, c'est en live. Deux, je me dirais, le premier truc, c'est je dis, mais elle est où ma place à ton board, tu vois? La question d'après. Quel conseil? En fait, dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que, vous aviez passé du temps à regarder ce qui avait été fait par ailleurs avant vous, par d'autres. Deux, je t'ai entendu parler du besoin client, beaucoup. Donc un peu la même démarche que celle que je décrivais, qu'on a chez vous. Et trois, je sens aussi de l'enthousiasme à la productivité, à aller de l'avant. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Donc parce que et merci pour ton invitation. Et donc, je vous dirais, voilà, restez bien ancrés là-dessus. Regardez ce qui se passe partout. Soyez à l'écoute des signaux faibles. Passez du temps sur le terrain. Vivez avec le client dans les centres commerciaux. C'est bien Station F, mais c'est encore mieux quand tu vois les utilisateurs, quand tu es proche de l'usage, etc. Moi, je dis à mes équipes, si vous n'êtes pas une fois par semaine sur les sites, ça va pas. Faites sauter le costard. Aujourd'hui, tu vois, je suis venu en version intermédiaire parce que sinon, je suis tout le temps en costume. Moi, je me suis adapté pour toi. Normalement, c'est le suite Voilà. de mon côté. Mais dans les centres commerciaux, en fait, tu m'aurais pas reconnu. Parce que si tu veux parler avec, il faut, tu vois, voilà, tu vas dans la tenue du dimanche. Mon tout premier contrat, c'est Ikea. Je passe 2 semaines à Ikea l'homme, on est en test, et je m'habillais littéralement comme des gens d'Ikea. J'avais mes chaussures de sécurité, mon haut, parce que je voulais pas donner l'image d'entrepreneur parisien ou autre, et c'était d'essayer de les comprendre au mieux, quoi. Donc OK pour le conseil, merci beaucoup. Et donc du coup, est-ce que tu veux être à notre board? Non, je plaisante. On parle beaucoup de retail média. J'ai posé la question à Christophe Noël la semaine dernière, qui me dit: «Lucas, le retail média, c'est à la fois neuf, à la fois on en fait depuis 30 ans, quoi». C'est quoi ta vision sur le retail média? Je vois que URW communique beaucoup dessus, essaye de s'accaparer son propre retail média sans passer par les anciens JCDecaux et autres. C'est quoi ta vision sur le retail média? Nous, on a commencé à le développer en 2015. Donc là, je rejoindrai ce qu'a dit Christophe Noël. C'est du neuf avec du vieux. Enfin, ça existait sous une autre forme. On a, nous, beaucoup moins que Westfield, qui est une société mondiale beaucoup plus grosse que nous, mais beaucoup de visiteurs sur nos sites, presque 200 millions de visites par an, donc c'est 3 fois la population française qui tourne dans nos sites. Et donc, ces lieux de trafic donnent la possibilité aux marques de s'exprimer. Derrière, nous, ce qu'on préfère d'abord, c'est qu'il y ait cette expression magasin, parce que c'est ça, en fait, l'offre, le choix. Donner à des marques qui elles-mêmes sont présentes en magasin la possibilité de s'afficher, voilà, a toujours été une réalité. Donc, Westfield le met beaucoup en avant, ils en font beaucoup, et bien.
C'est une possibilité de développer des revenus additionnels en plus des revenus locatifs. C'est malin. Nous, on le fait déjà pas mal. Et on continue à se pencher sur les manières de faire évoluer ça. Sur les écrans digitaux, malheureusement, à ce stade, on n'a rien vu. On pensait qu'il y avait certaines technologies qui allaient se développer. C'est vrai. À un moment, il y avait des hologrammes. Il y a eu des sujets aussi sur l'interaction avec les écrans, mais avec des problèmes RGPD qu'on connaît en France, alors que dans d'autres pays, c'est moins restrictif. Ça n'a pas tellement pris. C'est vrai. Et donc, on n'a pas vu de techno-révolutionnaire s'imposer sur l'affichage. On est juste passé du papier au digital. C'est vrai que c'est fou, il n'y a rien qui a bougé, quoi. Ouais, ça a un peu bougé. Ouais. Je me souvenais des caméras, on allait reconnaître. Bonjour Lucas, tu as peut-être aimé ça. Attends, on a les mêmes écrans depuis 15 ans. Non, ce qui a beaucoup bougé, c'est la capacité avec l'IA et les caméras de scanner donc de manière anonyme les comportements des individus pour optimiser en fait l'annonceur, quoi. le taux de transformation à la vente et où scanner les comportements. Ça, là, il y a eu une révolution, un truc de dingue. Je sais qu'il y a certaines enseignes qui ont des systèmes où ils arrivent aujourd'hui à détecter l'attention client devant les rayons et envoyer des vendeurs auprès du client quand ils voient que le client est intéressé par des produits, a l'air de pas s'y retrouver et n'est pas accompagné par un vendeur. Dingue. Ça, c'est dingue. Et là, et avec des résultats qui sont très importants. Ouais. Bah ouais, je vois bien, parce que le nombre de fois tu restes bloqué, t'attends. Voilà, t'attends, tu cherches, etc. Et donc là, l'IA dit, Les on gars, m'a faut dit y que ça, aller. c'était un comportement qui nécessitait de l'accompagnement. Bip, je sonne tel le vendeur le plus proche et je lui dis Génial. d'aller à tel rayon. Ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Et en même temps, ce que je trouve fantastique dans ça, c'est que tu as toujours le plaisir du contact, de la démarche physique et ça améliore en fait la sociabilité de la démarche. C'est-à-dire que au lieu que l'informatisation du tout génère des comportements éthérés, ça améliore la dynamique sociale parce que le client qui vient parce qu'il est attaché à la démarche physique sur le produit, qu'il soit que l'IA donne la possibilité d'être mieux accompagné à la vente, d'avoir quelqu'un en face de lui, ça c'est C'est fantastique. très bien, le nombre de paniers perdus, parce qu'à mon avis, t'as pas un conseiller derrière, il doit être fou. Donc si tu arrives à le corriger en ayant une meilleure allocation des ressources humaines sur ton magasin, parce que du coup, ils sont pas à différents endroits. Ok, je savais pas que ça existait. C'est génial. Vous pourriez imaginer, vous, par exemple, sur la fluidité de votre expérience utilisateur, tu as une caméra qui détecte les comportements et tu vois, je sais pas, 15% des clients galérer sur comment ils remettent la cartouche de recharge ou le branchement ou des modalités d'encaissement qui prennent trop de temps et tu te dis, il faut que j'améliore. C'est génial. Ce qu'on avait pensé, mais qui est trop dur à faire dans le retail, c'est la technologie Beacon. En gros, Beacon, c'est ce qui permet de savoir où est ta batterie, par exemple. Et en gros, on voulait regarder pour en fait savoir s'il y a des zones de congestion où une personne reste, parce que c'est à la batterie chez Outé, du coup. Je pourrais savoir, on le fait pas du tout aujourd'hui. Et savoir où est-ce que ça bloque dans le parcours client. Mais pour des raisons RGPD utilisateur, on n'est pas allé sur ce sujet-là. Au-delà de ça, vision 2030, message clé. Tout le monde parle d'IA. Je dois te poser la question, au-delà des présentations internes, des outils que vous pouvez faire en interne, dans vos centres aujourd'hui, dans vos établissements, est-ce que dans les prochaines années, on va avoir un impact de l'IA? J'ai parlé de certains usages. C'est assez clair que ça va se développer. Le bémol aujourd'hui, c'est le coût de la techno par rapport aux gains associés à l'EBITDA, mais on y vient très rapidement. Il y a d'autres usages aussi, à mon avis, qui vont se banaliser. On voit, je lisais récemment dans le Financial Times que il y a des sociétés chinoises aujourd'hui qui proposent des abonnements à des langages qui sont 6 fois moins chers que ceux de ChatGPT. Donc, on est vraiment dans une démocratisation colossale de ces usages-là. Donc, ça va nous rattraper. Et des choses qui ne sont pas généralisées. Je sais que la SNCF, par exemple, utilise l'IA pour identifier les bagages abandonnés.
Génial. magnifique. Génial. Ça a bénéficié à tous les utilisateurs, Mmh. limité en fait les interruptions de service, et cetera, et cetera. Donc nous, dans les centres commerciaux, ce genre de truc, on va s'y mettre, à vitesse grand V de manière certaine. Tu parlais de signaux faibles, de bruit qu'on peut entendre. Est-ce qu'il y a des signaux faibles où tu te dis: «Je suis à peu près sûr que ça sera des signaux forts d'ici 2030»? Petite conviction, les gens n'y croient pas, tu te dis: «Moi, à mon avis, d'ici 2030, ça sera ça». Hem, En fait, des choses qu'on n'a pas déjà embarquées dans notre discours, puisqu'on communique publiquement, Mmh. comme société, cotée en tant que société cotée. Hem, heu, il y en a pas trop. On est assez expressif sur les manières avec laquelle on voit, les choses évoluer. Moi, je crois à une continuité très, très forte de, polarisation, à la fois des comportements, des dynamiques. Je sais pas si c'est bien en soi pour la société elle-même, mais on sent que c'est, un phénomène en accélération, très, très fort un peu partout dans le monde, Mmh. y compris dans les raisonnements démocratiques malheureusement. Les réseaux sociaux, notamment. Tiens, rien à voir, mais pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux à 16 ans? Je comptais pas du tout te la poser cette question, mais on y est. J'ai une fille qui a 14 ans, heu et je pense que, a posteriori de ce que j'ai vu parce qu'en fait elle a subi, l'évolution. Elle est dans la Ouais. génération, avant la prise de conscience et qui a subi ce déferlement-là. Que, pour certains aspects ça a été néfaste, le fait qu'elle y soit exposée. M Même si moi j'étais pas trop favorable, dans ce Mmh. cadre familial, on n'était pas trop favorable. Derrière, il y a la pression des copains, des copines, des autres, du téléphone portable, et cetera. Heu, je pense que dans le développement, naturel des enfants, il y a des choses auxquelles on doit payer plus d'attention et ce qui a pas été fait en matière ni de régulation, ni d'autorégulation par, ces plateformes-là. Heu heu, le sujet de dire, «On régule rien, pour, la liberté d'expression», enfin, pour les enfants, qui sont pas en âge de voter, la liberté d'expression, ne représente pas grand-chose. Le vrai sujet, c'est, leur donner un cadre qui permette de se développer comme être humain, de la Mmh. manière la plus équilibrée possible et je pense que c'est un facteur de déstabilisation. Donc, je dirais qu'au moins jusqu'à, l'âge de la majorité, légale, le fait que, il y ait une limitation de l'usage, dans un certain cadre qui soit approprié. Je sais pas si c'est celui australien ou d'autres et cetera Mmh. dans cette initiative, ce Ça serait semble quand même une bénéfique, ouais. chose. On les 1res années de sa vie, enfin les on va dire les 20 premières années de la vie de chacun, ce sont les années de développement d'une capacité à avoir un libre arbitre qui te permette de prendre les bonnes décisions plus tard. Et quand c'est contraint à l'intérieur d'un cadre qui est prémâché et Mmh. dans des logiques qui sont polarisantes, Ouais, bien sûr. je suis pas sûr que ça permette à chacun de se développer comme il se doit et l'excuse de, la liberté d'expression, Ne suffit elle pas. est pas valable et elle s'applique pas donc Mmh. voilà, Mmh. bon. Je rappelle, j'ai posé cette question parce que on parlait de polarisation. Ouais, ouais, S'il y avait non, le mais lien. tout à fait, hein. Toujours côté Enfin, c'est un vrai politique. débat de Ouais, société, ouais, hein, ça. je suis d'accord qu'ils nous impactent tous. Mmh. Toujours côté politique, 2026, c'est l'année des maires, Mmh. MAIRES. Si tu avais 3 recommandations concrètes adressées aux maires, parce que les centres commerciaux et tout commerce sont hyper, pas dépendants, mais quand même aux décisions des maires, ce serait quoi les 3 recommandations que tu leur ferais? Historiquement, un peu moins dernièrement, mais historiquement, le commerce, a été souvent, le parent pauvre des, réflexions et des considérations des élus. Un peu moins des élus locaux, mais quand même. On a quand même passé, je crois 6 ou 7 ans sans, ministre du commerce, alors que, le commerce est le plus gros employeur,
en France, 3,5 millions de personnes travaillent dans le commerce. C'est quand même assez dingue. On n'aurait pas imaginé par exemple pas avoir de ministre de l'industrie, et pourtant ça emploie moins de gens que le commerce. Et donc, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commerce c'est un enjeu de société. Et c'est un enjeu à la fois dans les interactions sociales, dans la structuration des villes, dans leur animation. Donc, enfin, les réflexions autour de ça, elles doivent être très très fortes. Et donc, je dirais à tous les maires, vraiment, ayez cette réflexion autour du commerce au cœur de vos réflexions et de votre campagne. Ok. Je te mouille un peu. Si tu devais avoir un engagement précis que tu pourrais prendre publiquement pour les 12 prochains mois? J'en ai pris déjà beaucoup dans le cadre de l'annonce des résultats de Mercialis il y a quelques jours, puisque pour la première fois de l'histoire de la société, j'ai donné une indication sur la cible de performance qu'on avait à 3 ans. Ça n'avait jamais été fait. Donc une croissance en moyenne annuelle de nos revenus comprise entre plus 5 et plus 7% sur les 3 années qui viennent. Incroyable. Ça n'a jamais été fait avant? Non, en général, chaque année, on donne un objectif pour l'année qui vient, mais on donnait pas de visibilité au-delà. C'était aussi peut-être pas mal associé au fait que l'activité de foncière étant un métier récurrent, à partir du moment où tu dis l'année prochaine ça va se passer dans ce sens-là, tu peux extrapoler. Mais je crois que c'est plus difficile maintenant parce qu'il y a plus d'aléas et de fluctuations dans les performances des sociétés pour les investisseurs de lire les tendances longues. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est livré à cet exercice. C'est très engageant pour moi, très engageant pour la société et l'ensemble des collaborateurs de Mercialis, j'aurais bien précisé. Tout le monde t'attend là. Tout le monde est mouillé. Je t'ai dit qu'ils avaient une grosse contribution individuelle. Donc voilà, c'est le moment de la montrer. On termine par un petit jeu bonne ou mauvaise idée. Tu peux juste dire bonne ou mauvaise idée, rajouter une phrase si tu le veux évidemment. Carte de fidélité pour un centre, bonne ou mauvaise idée? On a dit tout à l'heure, je pense, mauvaise idée parce que dépassé, il y a trop de logique individuelle. Investir massivement pour le Black Friday, bonne ou mauvaise idée? C'est un événement qui est, c'est un événement qui est en train de prendre. Je dirais bonne idée parce qu'aujourd'hui ça s'impose. Mauvaise idée parce que ça vient des États-Unis. Ouais, je vois l'image. J'aimerais mieux qu'on fasse notre French Friday là, ou French Monday. C'est vrai. Et c'est vrai, pourquoi pas. Mais on a du mal aussi, et ça pourrait être une fierté. Ça pourrait être sympa d'avoir un truc qui rassemble. Et c'était pas dans une logique nationaliste, ça pourrait être European, je sais pas quoi. Oui, même si c'est nationaliste, on a le droit de dire on est envie de consommer français. Et puis on a bien la French Tech. C'est pas un enjeu nationaliste, c'est juste on est fiers d'avoir des entrepreneurs sympas, on les porte. Ils sont regroupés dans un truc, donc on pourra avoir. T'as raison. Voilà. Il y en a un, c'est juste après, je crois, mais ça marche un peu moins. Forcément, le Black Friday, c'est Amazon qui pousse. Mais c'est le forcément, tu vois, qui est gênant. C'est pourquoi forcément, en fait. C'est parce que, et comme disait Coluche, il suffirait que personne l'achète pour pas que ça se vende. C'est vrai. Et il suffirait que personne ne célèbre le Black Friday pour pas que ça marche. Mais là, j'ai vu, c'est fou. Je crois que ça a plus de perf que Noël ou un truc dans le genre. Est-ce que je m'avance? Très très fort. C'est fou. Je pensais pas. Avec un pic de dingue le jour J, le vendredi, quoi. Mais il y a beaucoup de traditions américaines qui sont plus ou moins imposées en Europe parce qu'ils sont forts en matière de logique commerciale. Et sans que la plupart des gens comprennent d'où ça vient. Par exemple, je pense qu'on peut interroger les gens sur l'origine d'Halloween et la proximité qu'ils ont avec ça, alors que c'est une fête typiquement anglo-saxonne et nord-américaine, qui n'a rien à voir avec la culture européenne. Et pourtant, les gens le célèbrent. C'est déstabilisant. Je ne pensais pas poser 4 questions sur Black Friday, mais c'est déstabilisant ou pas pour les enseignes? Que tu dis en gros, je dois faire un peu ma meilleure offre à un moment donné, ou un mois après, c'est Noël, où je dois quand même attirer. En fait, tout à l'heure, je t'ai dit l'importance de l'accessibilité prix pour celui qui a l'enseigne
qui a une politique de prix everyday low price, c'est pas déstabilisant puisque Ouais, bien sûr. t'es au niveau zéro toute l'année. Ouais, Donc, c'est vrai. enfin, voilà. Ouais, ouais, tu peux Donc, pas faire moins comme que c'est ça. ça qui marche, et aujourd'hui, enfin, et c'est aussi la difficulté des soldes, c'est-à-dire que ça veut plus rien dire. En fait, les soldes, c'est tous les jours. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bonne ou mauvaise idée, transformer 20% de ces surfaces commerciales vacantes en espaces médicaux, paramédicaux? Il y a un besoin sur les territoires. Mmh. C'est beaucoup, Ouais, 30%, 20, j'ai mis 20, ouais. mais ouais, tu as été un peu lourd. Heu, tu as eu la main lourde. Il y a un besoin, de centres médicaux un peu partout en France. On a un défi il y a des zones blanches. On a un déficit de médecins et de pas mal de spécialités un peu partout, et nous, on voit que là où on a mis des espaces santé, et on a réussi à rassembler des praticiens, on a répondu à un vrai besoin. Bien entendu moins vrai à Paris, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a ce problème-là. Donc plutôt bonne idée, ouais. Accueillir des marques 100% digitales en pop-up store permanent. Bonne idée, nous, enfin, le consommateur de manière globale est friand de nouveautés. Donc pop-up, ça veut dire, éphémère, renouvellement, et cetera, on aime bien. Hem, on a été longtemps, et je sais pas si on l'est pas encore, le plus gros pourvoyeur, de mètres carrés d'espace de commerce éphémère en France. Ah, OK. Heu je pense qu'en 2016, on devait déployer plus de 14 000 m² de commerce éphémère en France, et on était numéro 1. Aujourd'hui, on était peut-être un peu rattrapé dans la dynamique parce qu'il y en a plein qui s'y sont mis, mais c'était ça la logique. Ouvrir le centre le dimanche toute l'année? C'est un vaste débat, en fait. Quand, je parlais d'équité de traitement et de performance, aujourd'hui, la consommation en ligne, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La consommation physique, ça l'est pas. Et en même temps, qu'il y ait des jours de repos, Mmh. c'est un besoin à la fois humain, social, dans un contexte d'emploi en France auquel on est quand même attaché à certaines valeurs. Il y a des endroits en Suisse où, eux, ils sont sur des horaires encore plus réduits, par exemple, je crois qu'il y a une nocturne le jeudi, tous les autres jours, ça ferme à 18h, et finalement, ils s'en sortent pas si mal. Donc, là, c'est comme, le commerce de manière globale, c'est un enjeu de société, ça doit donner lieu à un débat, public, de manière à ce que, bah, on choisisse, les modalités dans lesquelles on veut être organisé. Après les Suisses, si je me trompe pas, si je m'avance pas trop, ils ont tellement de mesures douanières restrictives que le digital, c'est un peu plus compliqué aussi pour faire venir des produits ou autres. Donc peut-être que ça facilite, le commerce, intramuros, quoi. En fait, c'est un tout. Heu Tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que je donnerais comme conseil au maire? Finalement, le maire, fait partie des élus politiques qui, décident, le juste équilibre entre toutes les composantes, en fait, des villes qui gèrent. C'est ce tout entre, de cadres réglementaires, d'organisation de la société, d'équilibre, travail, loisirs, de règles fiscales, et cetera, qui fait les conditions dans lesquelles le commerce s'exprime. Et donc c'est un choix de société, et il faut que ce choix de société soit juste et équitable pour l'intégralité des parties prenantes. Ce qui génère de la frustration là, c'est quand il y en a certains qui peuvent s'affranchir des règles qui s'imposent à tout le reste. Si tu es en Suisse et que tu as une enseigne qui ouvre tous les jours jusqu'à 21h, que c'est interdit pour Ouais, bien les autres, sûr. tu as un problème. Voilà, et ça fait le lien avec ce que je te disais sur Chine tout à l'heure. Dernière question de ce jeu, installer des bornes OneFlash pour augmenter le temps actif dans les centres? Bah, bien sûr. Merci pour cette, transparence. 2 dernières questions. Si tu devais inviter une personne des centres ECO, à venir sur ce podcast, ça serait qui? Mais surtout, ça serait pour parler de quoi? Bah, retourne à Saint-Étienne, va dans notre centre, à Montieu, et invite un client à venir te parler de la conso et de la manière avec laquelle il la vit et ce qu'il souhaiterait demain, et cetera, et
à la fin du podcast et de l'interview que tu feras avec lui, on en saura plus sur ce que il faut que OneFlash et Mercialis fassent demain. Très clair. Merci beaucoup. La dernière, c'est justement, est-ce que tu as une question qu'on aimerait qu'on te pose et qu'on ne te pose pas forcément en entretien, en interview? En fait, là, tu m'as pas mal bombardé déjà, donc donc on a été assez exhaustif. C'est sympa d'ailleurs ce format-là parce que il y a souvent de la frustration sur des interviews 5 minutes, qui sont beaucoup plus contraintes où en fait tu te dis on n'a pas tout balayé. Donc non, il y a pas, j'en ai pas à l'esprit immédiatement. Du coup, der, si on va à la felicita, c'est plutôt pâte ou pizza? Alors, Je pensais pas que ça allait être sur celle-là. non, mais je vais pouvoir t'y répondre. Ma compagne est italienne. Ok. Donc, c'est très, très dur pour moi d'aller dans un resto italien. En tout cas, le niveau d'exigence est Ok. absolument élevé. Big Mama, Et comme elle fait les pâtes comme personne au monde, mais pas les pizzas. Enfin, elle en fait d'ailleurs, mais moins bien. En général, quand je vais dans un resto italien, je prends la pizza parce que sur les pâtes, il y a de la concurrence. Eh ben, elle est vendue. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté cette entrevue et on vous souhaite tout le meilleur pour Mercialis et pour vous. Merci à toi et à toute l'équipe et merci pour l'accueil. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.